Je vous propose, c'est que là, on pose des questions spécifiques sur cette intervention, quitte à ce qu'ensuite, on reprenne des questions peut-être plus transversales sur nos deux invités. Je vous en prie. Est-ce que... Une question tout à fait banale. On dit... C'est moi. Vous dites l'homme a découvert, mais où l'homme a-t-il découvert? Alors, vous avez un peu dit comment se diffusait l'invention, mais où l'homme a-t-il découvert? Alors, il y a plusieurs foyers de diffusion. Alors, pour l'agriculture, ça a l'air d'être à peu près circonscrit à l'Euphrate, autour de la Mésopotamie. Là, les premières céréales indigènes spontanées qui ont été sélectionnées, là, c'est assez bien identifié. Pour l'agriculture, on suit les courants de diffusion et on voit le foyer originel. Par contre, pour certains outillages, par exemple la pierre polie, la hache polie, on a l'impression qu'il y a convergence, c'est-à-dire qu'à plusieurs endroits, il y a plusieurs façons de voir apparaître les outils. Et ce qui est le plus frappant quand on fait de la préhistoire, c'est par exemple, si... je n'ai pas d'image, mais les pointes de flèches du néolithique, puisque à côté de la pierre polie, on a encore des superbes pointes de flèches faites par enlèvement avec des petits pédoncules, etc. Donc là, on est en Bourgogne, vous avez un outillage qui est diversifié, et vous regardez ce qui se passe en Tassili. C'est décalé dans le temps, mais au néolithique de Tassili, vous allez avoir les mêmes convergences d'objets. Donc on a l'impression quand même que cérébralement, alors là, une invention technique est une réponse à une évolution psychologique. La technique, elle traduit une évolution mentale, en fait. Et c'est là que l'humanité a quelque chose de commun, parce qu'on a plusieurs fois, on a l'impression que l'évolution est dans le même sens partout, va dans le même sens. Puisqu'on arrive à avoir les mêmes objets d'un bout à l'autre de la planète, alors qu'il n'y a pas de contact, il n'y a pas un effet de réseaux sociaux, on n'en voit pas en disant « tu l'as taillé comment ton silex aujourd'hui ?» Non. Et pourtant, il est taillé pareil avec des gens qui n'ont pas eu de contact physique entre eux. Donc là, ça pose un vrai problème de communication et de structure mentale. On répond à une structure mentale qui... Alors, après, il y a les diffusions. En archéologie, on voit les deux choses. Donc, soit des foyers disjoints et convergence sur les formes ou sur les inventions, soit on voit donc cette acculturation de proche en proche, de diffusion par proximité. Il y a les deux phénomènes, et suivant les cas, donc l'agriculture, c'est une diffusion par acculturation. Par contre, la taille des silex semble beaucoup plus inscrite dans une logique évolutive, technique, naturelle. Mais c'est pareil un peu pour nous, on n'est jamais passé, quand on regarde l'évolution des typologies de voitures, les voitures, elles sont commencées par les calèches, les premières voitures reprennent la forme de la calèche, etc. Et on n'est pas passé directement de la calèche à, je ne sais pas quoi, l'Isatis ou la voiture d'aujourd'hui. On a une évolution typologique où on garde toujours une forme préexistante et qui se diffuse comme ça. Il n'y a pas des vraies inventions, il n'y en a pas tant que ça. C'est souvent des évolutions. Moi, je préfère parler d'innovation, évolution que invention. Invention, la céramique est une invention parce que là, elle imite rien. Les bronziers, quand ils inventent le métal et les premiers bijoux des bronziers sont des vraies créations parce que ça ne recopie pas des objets préexistants en os ou en pierre, etc. On a quelque chose de création, mais les créations sont rares. C'est souvent donc une évolution typologique des formes où on passe d'un objet à l'autre progressivement, insensiblement, mais sur des longues périodes. Je reviens à mes longues périodes. Si je prenais l'évolution des pointes de flèche, entre le premier galet aménagé qui a un tranchant de 5 cm autour de 2,8 millions, autour de 700 000, on voit apparaître le biface, donc
2,5 millions, vous faites le calcul, on est à 700 000 pour voir apparaître, pour sortir d'un même galet, 15 cm de tranchant. Et puis, on va faire encore, il faut attendre 300 000 ans pour avoir l'idée d'exploiter les éclats pour multiplier par 20 la longueur de tranchant à partir de même bloc de matière première. Et donc ça prend du temps dans la diffusion de l'évolution technique, et on voit pourtant que ça s'enchaîne les uns aux autres. Et qu'il n'y a pas de rupture, il y a très peu de rupture évolutive, c'est vraiment une continuité technique, mais qui conduisent à des vrais... c'est un peu comme en biologie, hein, on a l'impression que les mutations, bon après ça, les mutations sont insensibles, et puis tout d'un coup on a carrément changé d'espèce. Est-ce que c'est continu ou est-ce que c'est par graduation brutale? Il y a les deux dans la technologie archéologique. Pareil pour l'habitat. Hein. En fait, ce que vous dites, c'est que c'est une espèce d'évolution darwinienne. Quelque part, un peu. Quelque part, oui, je n'osais pas le dire, mais il y a un peu pour moi, il y a un petit peu de ça dans l'outillage. Dans l'outillage, et surtout qu'on n'oublie pas complètement. Alors, on abandonne peu de choses dans ces outils, dans l'histoire de l'archéologie. Les outils, on n'abandonne pas. Bon, j'ai fait plusieurs références à nos comportements de chasseurs, de nomades, de barbecue, un petit peu, pour montrer qu'on n'oublie jamais. Et c'est pareil pour l'alimentation. Bon, je ne suis pas rentrée dans le détail de ce qu'on mettait au pot. Excusez-moi, j'étais un peu émue. J'ai rien mis dans mes pots, à part les céréales, un peu les viandes. C'est vrai que j'ai pas rajouté les racines, les feuilles et tout ça. C'est des choses que vous mangiez pas quand vous étiez chasseur-cueilleur. Vous mangiez pas des racines, vous mangiez pas du salsifis, vous mangiez pas des racines parce que c'est dur, grillé, c'est pas bon. Donc il n'y a pas d'autre solution. Mais en les faisant cuire, on a rajouté au pot vraiment la potée avec les légumes racines, avec les légumes épinards, avec les légumes orties. On va pouvoir le rajouter. Pareil, quand avec l'agriculture, on voit apparaître les céréales, je l'ai dit, mais j'ai parlé des légumineuses et des pois et des lentilles. Eh bien, c'est vrai que les pois et les lentilles, on ne peut rien en faire, on ne peut pas les manger en brochette, quoi. Il faut vraiment les faire bouillir. Et là aussi, le pot est vraiment une façon de faire un petit salé aux lentilles. C'est quelque chose qui est inscrit dans notre mémoire depuis 6000 ans. Un petit salé aux lentilles, si je vous sers ça en disant, ben, tiens, c'est un plat néolithique, vous allez me dire, c'est pas vrai. Et or, si, mais on a vraiment ça dans notre alimentation. De même pour le goût de la vanille, puisque je suis dans les goûts, les goûts de la vanille au néolithique, quand l'agriculture est quand même une agriculture très fragile et qui dépend des conditions climatiques, il y a des sites où on est attesté qu'il y a 75% de la nourriture qui est à base de glands de chêne. Le gland de chêne, il a goût de vanille. Eh bien, statistiquement, quand vous prenez des petits-enfants, la plupart des gamins, ils aiment la glace à la vanille. Et ça, c'est parce qu'on a ça dans notre biberon néolithique depuis longtemps. On mange du goût de vanillé, on l'a naturellement. Après, bien sûr, avec la belle orchidée, c'est plus facile, mais le gland donne le goût de chêne et dans les vins, et dans les bières, et dans les bouillies. Donc, on va avoir ce goût de la vanille qui va être inscrit depuis le néolithique dans notre alimentation. Si on suit bien l'histoire de l'humanité, toutes les grandes innovations technologiques ont amélioré la nourriture, le fait de mieux se nourrir. Et donc, à chaque fois qu'on se nourrit mieux, on fait un bond technologique et on voit que très rapidement, ce bond devient de plus en plus court pour arriver aujourd'hui. Tout à fait. Et ça, c'est très net avec la cuisson à 750 000. Et même archéologiquement, on passe de Homo habilis à Homo erectus, qui est idiot, puisqu'il est debout depuis déjà pas mal. Mais bon. C'est un vrai changement. Et on passe d'une capacité crânienne de moins de 600 cm3 à plus de 600 cm3. Donc c'est sûr qu'il y a développement. L'alimentation est fondamentale pour le développement de l'humanité.
Et pareil pour la... Alors après, il y a les problèmes quand vous arrivez. On a plus de problèmes au néolithique parce qu'on va avoir une alimentation sucrée qu'on n'avait pas avant puisque c'était protéiné. Enfin, c'était essentiellement cru, il y avait beaucoup moins de sucre. Donc là, on va avoir des caries, on va avoir des choses qui vont changer aussi dans la morphologie et dans les pathologies. Mais on a aussi une démographie qui va se développer. Donc l'humanité se développe. De toute façon, l'alimentation permet c'est la survie de l'humanité et c'est son développement, ça c'est sûr. C'est son moteur énergétique pour se développer. Bouffe. Non, non. Mais Jean-Christophe Sabourin, vous voulez dire que la vie, c'est toute une histoire de la nourriture. Mais c'est vrai, c'est fondamental, c'est l'énergie. Je voulais vous demander, là on passe finalement du cru au cuit. Est-ce que ça a un sens au-delà sur l'évolution de la civilisation, puisque vous n'avez pas tellement mis l'accent là-dessus? Le fait de cuire la nourriture et de plus manger cru, je pense que ça a un sens aussi dans l'avancée de la civilisation. Alors si, là je remonte sur la cuisson primordiale autour du feu, c'est le feu déjà qui va devenir le foyer. Et la civilisation va se construire. Le feu, c'est d'avoir un feu maîtrisé, c'est un foyer, on va se réunir autour, donc c'est un moment de socialisation. Ça prolonge la journée, les gens vont échanger. On parlait d'échanges entre un groupe qui se réunit autour du feu. Il se raconte des histoires, il se transmet il se transmet la façon de le grand-père, il va apprendre à son petit-fils autour du feu à tailler son silex différemment. Et là, le feu a été vraiment le foyer de développement des civilisations. Ça, c'est sûr. En plus, on va pouvoir explorer de nouvelles zones. Avec le feu, il y a 750 000, on va rentrer dans les grottes. Avant, on n'y allait pas. Donc, on se protège du froid. On éloigne les animaux sauvages. Donc, le feu, c'est bon. J'ai choisi l'innovation de la cuisson à l'eau, mais c'est vrai que le feu déjà, c'est une des innovations qui change fondamentalement les sociétés humaines. Bon, on est des primates grégaires quand même. Hein, on fait partie de ces singes sociaux, mais ça ne peut que les accentuer, et surtout la transmission orale qui va se passer, hein, qu'elle soit en tweet ou ça, la transmission orale est fondamentale. Tu avais dit hier que les réseaux sociaux étaient inventés pendant cette époque-là. Ah ben, je pense que l'homme est un être sociable, il se transmet. Et déjà, le fait de se transmettre, la différence, bon, sans rentrer dans toutes les nuances de transmission, de création des outils, l'homme est quand même l'animal qui transmet son savoir à sa descendance, ce qui lui permet de progresser. On n'est pas obligé de réinventer le silex taillé tous les matins ou de réinventer la céramique tous les matins pour aller faire notre cuisine. Donc, contrairement à les animaux même dressés, ils transmettent guère. Bon, ils transmettent un minimum d'instinct, mais ils transmettent pas tout l'acquis. Ça, c'est la grande différence, enfin, pour moi, entre l'homme et l'animal. Bon, c'était pour reprendre ce que disait Christina. Finalement, il y a le feu, il y a maintenant les réseaux sociaux. On est dans la même logique. Marmiton.com, on transmet plus à sa fille ou à son fils la recette, mais on partage, on l'enrichit. Il y a au fond une sorte de continuum dans cette affaire-là. Comment est-ce que vous voyez, vous, justement, l'avenir, comment est-ce que vous projetez, vous, archéologue, sur, puisque c'est le troisième millénaire, l'alimentation, puisqu'en fait, les technologies, il y a eu le micro-ondes, enfin, j'en sais rien, il y a plein de choses comme ça. Comment vous voyez un peu cet impact sur l'avenir? Alors, les nouvelles technologies en cuisine, il n'y a pas tant d'innovation que ça. Là, il faudrait que je vais rajouter, à l'âge du bronze, je vais rajouter le chaudron métallique. Avec l'époque gallo-romaine, je vais ajouter la poêle à frire et les fritures. Donc je vais passer du bouilli
Eau bouillie en grande quantité sur le feu. Bon, je ne suis pas rentré dans les détails de comment on cuisine avec des céramiques comme ça. On ne cuisine pas directement sur le feu, mais autour du feu. Avec le chaudron, on va faire des plus grandes quantités. C'est métallique, mais c'est encore de la cuisine à l'eau. Et l'autre innovation, ça va être avec la friture, avec le monde romain, qui va amener la poêle à frire, donc les objets métalliques qui vont permettre des fritures saisies. Et ça, le monde néolithique et gaulois ne l'avait pas. Donc ça, c'est un vrai changement. Après, la vapeur à la cocotte minute, on gagne du temps, mais c'est toujours la cuisine à l'eau. Sous vapeur, bon, on conserve un peu plus on change de pression, donc on a quelques... Mais on ne change pas grand-chose. Le micro-ondes, c'est l'eau de constitution des aliments qui fait cuire, donc on reste dans la cuisine à l'eau. On n'a pas... Bon, après, il y a... Mais même la cuisine basse température, aujourd'hui, sous vide, basse température sous vide, c'est joué sur c'est la cuisson à l'eau. Bon, même si l'enveloppe est étanche, on cuit quand même sous l'eau, avec les problèmes donc, de basse température et des bestioles qui aiment bien se développer à basse température, mais ça c'est une autre histoire. Donc voilà, moi côté cuisine, bon, le moléculaire, enfin la cuisine, elle a toujours été moléculaire en fait. C'est que des échanges de molécules entre les récipients, l'eau, les ingrédients. Donc la cuisine à l'azote, les choses comme ça, bon, ça c'est plus anecdotique. Mais au niveau de l'alimentation humaine, moi je pense qu'on a fait quand même des progrès malgré tout ce qu'on raconte. On a accès à de la nourriture. Si là, les 3 derniers hivers, moi il n'y avait aucune pomme dans mon verger en Bourgogne, la Gauloise, elle n'avait rien à manger quoi. Pendant ces 3 étés, 3 étés pourris et vous n'avez plus de céréales, donc c'est la famine. En février-mars, s'il y a carême, c'est parce que de toute façon, il n'y a rien à manger dans les civilisations rurales. Donc aujourd'hui, malgré tout ce qu'on raconte, on a quand même accès, enfin, du moins dans nos sociétés, je dis, là il y a des généralisations et des prudences qui veulent que je sois. Bon, mais je ne suis pas si pessimiste que ça. Parce que l'homme a une unité. Et quand moi, je ne sens pas mes néolithiques ou mes Gaulois si différents que ça de nous. Dans les mentalités, c'est des êtres sociaux qui aiment manger, qui aiment se réunir, qui aiment faire des banquets, qui aiment faire la fête, qui enterrent leurs morts. On n'est pas si différents. Moi, je trouve que depuis Cro-Magnon, on est pareil. Non, mais c'est la technique n'a pas changé vraiment l'humanité. Ça change la vitesse. La vitesse a changé, les communications ont changé, mais le fondement c'est pareil. Enfin, non, moi je suis étonnée justement de cette unité de l'humanité avec ces convergences justement d'outils. La question que vous avez posée, ça je suis. Il y a d'autres questions ou on fait peut-être la pause? Vous avez un peu abordé ce qui mettait dans le pot. Mais qu'est-ce qui mettait dans le pot à l'époque qu'on ne met plus du tout aujourd'hui, par exemple? Alors, qu'est-ce qu'on a oublié? On n'a pas oublié beaucoup de choses. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on a rajouté des choses. Parce que si je prenais le tableau d'évolution des plantes cultivées, on va trouver les céréales, bon, les blés, les orges, on les a toujours, les millets, les seigles, on a rajouté, ça s'est développé, mais on les a rajoutés. On a rajouté des produits exotiques, on a rajouté des produits venus d'ailleurs. Par contre, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être, on mange moins de glands, ça je l'ai dit, c'est vrai, on en met moins, parce qu'on préfère le manger sous forme de jambon transformé par les cochons, c'est quand même mieux. 1 kilo de glands en forme de jambon, c'est mieux que directement à l'éplucher. On mange peut-être moins de sang. Tout ce qui était le sang. Avec le néolithique, à la fin du néolithique, on a l'exploitation vraiment du sel de mer depuis longtemps, mais surtout des rivières salées de Lorraine et des mines de sel des Alpes, du Jura, d'Autriche, etc. Là, on va avoir l'exploitation du sel. Donc c'est vrai qu'avec la généralisation de l'accès au sel sous forme de NaCl, eh bien, on utilisera beaucoup moins de sang
le sang des animaux. Les boudins, on continue à manger du boudin. On en mange quand même sûrement moins, et moins de purée de sanquettes, de choses comme ça, de tous les animaux que l'on va récupérer. Ça, on en mange moins. On mange peut-être un peu moins. On mange des racines encore, on mange des tiges. Les salsifis, on en mange moins aujourd'hui, mais on les trouve quand même. Les carottes, elles se sont développées, on les a. Moi, je dis qu'on a plus rajouté qu'enlevé. Hein, qu'est-ce qu'on boit avec ? Alors, on buvait de l'eau, on buvait des tisanes. Grâce à la cuisine à l'eau, on peut faire de la tisane, mais on peut faire aussi de la cervoise avec l'orge macérée. On va avoir les boissons alcooliques. Et là, la première boisson alcoolisée, c'est la bière, la cervoise, la bière, puisque la cervoise, c'est une bière sans houblon, mais bon. Donc, ça fait partie des premières boissons que l'on peut diversifier à l'infini, contrairement au vin. La bière, c'est un monde que je ne connaissais pas bien parce que je suis géologue du terroir viticole, mais donc la bière, c'est quelque chose où toutes les semaines, la Gauloise peut avoir, ou la Gauloise ou la néolithique, peut avoir son récipient d'orge à macération pour faire de la cervoise, l'aromatiser à tout et n'importe quoi. Donc toute l'année, ça se fait en continu. La viticulture, c'est autre chose. Vous vinifiez une fois par an et au bout de 10 ans, vous n'avez que 10 expériences ou 9 expériences de vinification, contrairement à la cervoise ou à la bière. Donc la bière est beaucoup plus diversifiée que le vin, parce que le vin, son expérience, elle est quand même limitée. Mais c'est grâce aussi à la céramique qu'on a des amphores à vin, qu'on peut stocker le vin, qu'on peut faire les doliums. Ça aussi, c'est une des conséquences de l'invention de la céramique. Tous les vases de stockage du vin sont là. Commence à voir apparaître les spécialités par région et les échanges. Alors archéologiquement, j'ai pas beaucoup parlé des méthodes d'archéologie, mais archéologiquement, nous ne travaillons que sur la trace matérielle que ça peut laisser. Alors quelle trace matérielle ça peut laisser de voir les spécificités régionales? Bon, les spécificités régionales, elles viennent déjà de l'environnement naturel. Il est évident qu'en Méditerranée, dans le sud-ouest ou dans le nord de la France, c'est pas tout à fait les mêmes variétés spontanées, et quand on sélectionne, c'est pas la même variété qui va se développer. Donc il y avait déjà au niveau des ingrédients, il y a déjà des nuances. Et puis après, il y a des traditions qu'on sait voir archéologiquement, par exemple de la découpe des cochons ou de la viande. Eh bien, le cochon n'est pas découpé pareil en Lorraine, à l'époque gauloise, que dans le sud-ouest. On ne découpe pas le même sens. Et encore aujourd'hui, vous n'avez pas les mêmes morceaux de viande à Bordeaux que vous avez à Strasbourg. Des pièces de viande qui n'existent pas parce qu'on ne découpe pas les bœufs pareil. Par contre, on trouve la consommation du cheval. Alors le cheval, dans les animaux domestiqués, ça n'arrive qu'à l'âge du bronze, c'est-à-dire en 1500 avant Jésus-Christ. Le cheval, on va avoir à l'époque gauloise, on voit qu'il y a le quart nord-est de la France, de la Gaule, mange du cheval. L'ouest, la façade occidentale, n'en mange pas. Donc les spécificités, je dirais locales, et puis même chaque cuisinière néolithique ou gauloise, je pense elles ont quand même leurs pattes. Et ça, je crois que ça reste là. Mais on arrive à voir en effet les traditions régionales, même à travers les pots, sans rentrer dans le détail. La forme des pots va influer sur les. Quand vous faites une cuisson dans un tagine, ça n'a pas le même goût que dans une cocotte refermée. Donc ça, on voit la différence. La céramique traduit en effet des goûts différents. Oui, alors la conservation des aliments, bon, le premier c'est le séchage à l'air, fumage avec le feu. Et après, c'est vrai que quand on arrive avec le sel, bon, on va avoir toutes les salaisons et tout ce qui va être au sel, ça va être un moyen de conservation. Le gras conserve, seulement les animaux, là, avec le pot, je peux aussi avoir des pots de graisse. Hein, le pot, c'est pas que la cuisson à l'eau, c'est aussi le pot de graisse, c'est aussi le pot de miel, mais c'est un pot qui va permettre de conserver donc la graisse à l'abri. Et lorsqu'on cuisine à l'ancienne, ce qui m'arrive de temps en temps, je me suis rendu compte que les gelées,
quand vous cuisinez tous ces fameux deuxièmes morceaux qui sont riches en tendons, les oreilles, les pieds, etc., que vous mettez tous ces morceaux, vous obtenez des plats qui figent très bien, qui sont en gelée et qui permettent de conserver plusieurs jours un bourguignon à la cervoise. Vous pouvez le conserver plusieurs jours sans frigo. Hein. Après, bon, il y a l'hiver et les graines, autrement, vous avez les conserver sur des greniers pour essayer d'éviter les animaux. Et au néolithique aussi, c'est un problème. Beaucoup de vases sont suspendus pour stocker les graines et éviter que les petits animaux montent les manger. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet le miel, le sucre aussi. Le miel qui, lui, a été vraiment très, très développé, est aussi une façon de conserver, de faire des macérations et de conserver des fruits. C'est un sujet vaste. Merci Anne de nous mettre en réflexion. Oui, un peu un vrac. Hein. Oui, oui, monsieur.